It is news on Spectrum Television. First, the main points. The Minister of Mines, Industry and Technological Development has been to Prometal to take stock and get more insight on the fire incident that occurred in this factory a couple of days ago. Orian Donkeng will be feeding us more in this news. Plus, in sports volleyball, the Ministry of Sports has given an update of the polemic going on within the Cameroonian Volleyball Federation. Our newsman Olivier Mbuzike will be telling us more. This story is in full and much more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingue Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in the French language and with Inès Pangang. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Assec, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition d'information. Comme annoncé en titre, incendie à l'entreprise Prometal. Le ministre Gabriel Dodo Ndoké, ministre des Mines du Développement Technologique, est descendu ce jour au sein de cette structure qui brûle depuis le 2 janvier dernier et qui continue d'ailleurs d'être ravagée par les flammes. Le point dans ce reportage que signe Orian Donkeng. D'épaisses flammes continuent de lécher les parois de l'entreprise Prometal ce mercredi 4 janvier 2023. La grande agitation observée ce jour n'est pas du fait de l'incendie. En effet, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique est venu s'enquérir de la situation devant la rébellion des flammes. Nos caméras ne sont pas admises dans cette enceinte où s'élèvent d'énormes fumées. En rappel, un incendie s'est déclenché dans cette entreprise de bâtiments et de transformation de tôles ondulées dans l'après-midi du lundi 2 janvier 2023. De grandes parties de la structure sont consumées par les flammes. Avant la descente de Gabriel Dodo Ndoké ce jour, c'est le gouverneur de la région du littoral et son état-major qui étaient sur les lieux du sinistre. Jusqu'à date, difficile de connaître les causes de l'incendie et l'ampleur des dégâts. And we talk something else. Following the heads of states' traditional address to the nation, quite a handful of things are expected by Cameroonians. Some highlights of the 2023 economic situation with Josephine Binze. Amidst inflation, gas scarcity, and the challenging economic context of 2022, President Paul Biya, in his end-of-year address, projects some changes to be expected. Through the construction of new energy infrastructure and solar energy development, particularly in the northern part of our country. Access to safe drinking water for our population is one of my main concerns. The completion of the project to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from River Nile, Senegal, was to provide a lasting solution to the city's water supply shortages. Though the security situation in the northwest, southwest, and far north regions have comparatively been commendable in 2022, urban insecurity is still preoccupying. Overall, the situation has been brought under control countrywide, despite the resurgence of urban crime and lingering sporadic attacks by certain terrorist groups in some regions. Thanks to the Army-Nation link, collaboration between our defense forces and the population has contributed to reducing significantly the terrorist threat in the far north, northwest, and southwest regions. Amendments, according to the head of states, should be expected as the hydroelectricity dam, private sector and security landscape should get better. Inflation continues to be the mantra Cameroonians live by on a daily basis as prices of basic commodities challenges the living standards of the common man.
Listen to Chabi Proteus, an economist who tells us of some shortfalls of the president's speech and its impact on the common man. The ball has been set rolling for the 2023 fiscal year following President Biya's address to the nation on December 31st, 2022. Many are the shortfalls of the speech, says Chabi Proteus, an economist who thinks inflation has not been properly tackled. The aspect of inflation, because the rate at which prices are rising in our markets today, it is quite alarming. And we'll see actually that there are some products that have nothing, absolutely nothing to do with the war between Russia and Ukraine, whose prices are quite high, far higher than the purchasing powers of the consumers. Though the Russia-Ukraine unrest has had significant impact on the global economy, goods made in Cameroon are not encouraged enough to break the import chain. For us, it was supposed to be a plus for us in order to develop our local production, our local industry. But it is not the case. It is not the case because we are still depending. You see, the price of bread has increased. The subvention of the states on petroleum products, the subvention actually increased because of the armed conflict. Meanwhile, we have all it takes. Electrical supply promised by the head of state, if not quickly realized, might push the nation to the wall. Of some major projects that are going to be carried out in the course of this year, 2023, as far as electricity is concerned, and all these projects are geared towards boosting the electricity supply in Cameroon. Cameroonians are yet to come to terms with the increased prices of goods which cannot meet their daily needs. Nevertheless, many hope it gets better as the year grows older. Dans le sillage de ces activités de rentrée politique de la nouvelle année, le mouvement réformateur présente ses vœux à la presse ce 4 janvier 2022 à Douala. La cérémonie s'est déroulée à la permanence de la Fédération département du Vouri. Reportage de la Reine Ganzou et Nono Foutu. Comme de tradition depuis la relance publique de ses activités en mai 2020, le mouvement réformateur présente ses vœux pour la nouvelle année à la presse. Et pour cette première à Douala, c'est surtout la situation de la presse et sa contribution à l'édification d'une véritable démocratie au Cameroun qui interpelle. Comment contribuer à bâtir une démocratie forte en étant englué dans la précarité ? Jugeant insignifiants les 250 millions d'aides privées accordées à environ 150 organes de presse camerounais, le mouvement réformateur propose depuis 2 ans un modèle bâti sur la mise sur pied d'un fonds citoyen d'aide à la presse afin de donner des moyens de déploiement plus efficients aux journalistes. Le mouvement réformateur, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture de cette rencontre, a une tradition républicaine et démocratique de rencontrer la presse chaque année. Je crois que c'est ce que nous avons fait. Donc, il s'agit d'un échange pour faire l'état de la situation de la presse dans notre pays et de faire ensemble le tour des affaires de la nation, des enjeux de la nation. C'est ce que nous avons fait. Samuel Bilon, le président du mouvement réformateur, ne manque pas d'évoquer également la vie chère, problématique subie par bon nombre de Camerounais, avec en prime le spectre d'une augmentation du prix des carburants à la pompe. Dans une lettre ouverte, le mouvement réformateur s'indigne. Dans la lettre adressée aux Camerounais, j'ai bien indiqué que la situation difficile des Camerounais, les Camerounais sont pris à la gorge, les Camerounais sont asphyxiés par la vie chère. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au Covid, ce n'est pas quelque chose qui est dû à la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui est dû à la malgouvernance, à la mauvaise manière de gérer les projets, c'est quelque chose qui est dû à la mauvaise manière de gérer le conflit anglophone qui engloutit des sommes d'argent.
Je crois que même le ministre Moutazela a dit au Parlement tout récemment. Donc, après la conférence de presse, après la pétition, comme le gouvernement ne bouge pas, nous irons vers les autres partis politiques, nous irons vers les autres membres de la société pour organiser une marche contre la vie chère, pour dire au gouvernement que les Camerounais n'en peuvent plus. Les Camerounais sont asphyxiés. Voilà l'objet de la marche. La cérémonie de présentation des vœux du mouvement réformateur à la presse sera également l'occasion de revenir sur l'incarcération de l'ancien directeur général de la CRTV, Amadou Valmouké, mais aussi de saluer la mémoire des hommes et femmes de médias décédés en 2022. We now talk health. Cervical cancer, despite being the second leading cause of cancer death amongst women in Cameroon, is still underreported. The Cameroon Baptist Convention Health Services with Humanity at Heart has drilled journalists on the prevention and elimination of this epidemiology. Cervical cancer is the second leading cause of cancer death in Cameroon. Statistics shows 5 out of 8 women diagnosed daily die from this pathology. Cervical cancer is one of those diseases that we know the cause. And the cause of cervical cancer is the human papilloma virus. This human papilloma virus can be transmitted sexually, and it can also be transmitted through other means, non-sexual routes like skin contact and the rest. According to reports, 80% of women from 50 years have been contaminated with the human papilloma virus at least once. The peak of its infection is between 20 to 24 years. Cervical cancer is a silent disease. It takes a very long time for you to notice it. It takes about 10 to 20 years for you to know that there is cancer of the cervix or you are having cancer of the cervix. So with cancer of the cervix, it starts when you are infected, it starts as a pre-cancer. Pre-cancers have no sign, they have no symptoms. So you may be sitting and thinking that you are fine when you're already having a pre-cancer. But it only gets to maybe come with signs and symptoms when it is already at the late stage. And at the late stage, you may have irregular menses. You may have women who had gone to menopause, who are no longer menstruating, start to bleed. You may have vaginal discharge, which is persistent and not yielding to treatment. And these are some of the things that you can see that happen. And those are some of the signs which may not be exactly, but you have to confirm in the hospital. Early screening, vaccination are some of the preventive measures. The Ministry of Health, through medical facilities, carry out free vaccination campaign for children of 9 years. With many inhabitants oblivious to this information, a cervical cancer elimination workshop has been organized at the Mbopi Baptist Hospital of Douala in collaboration with the Humanity and Heart International. January is Cervical Cancer Awareness Month, and we are calling on all Cameroonians to go get screened, get vaccinated so that we can prevent cervical cancer. And another way to do this one is to bring all key stakeholders on board. That is the reason behind this workshop, so that we make sure that every January the information is sent outside and get women informed, both in rural and urban areas, to get screened so that we can prevent cervical cancer. Journalists who were the main attendees in this seminar are tasked with creating awareness on the need for early screening and diagnosis. So journalists, is that wake-up call for us to start reporting on cervical cancer, to sensitize especially women that they need to go to the hospital and get tested, because it starts from getting the test, and maybe, who knows, you could be diagnosed with cervical cancer, and it's you can be prevented from it too. It's treatable when it's diagnosed early enough. We need to tell the women, we need to wake up other journalists to take health, and especially cervical cancer, as a bit to always report it on the media. Cervical cancer is treatable at its precancerous stage, but the take-home message is prevention. January is dubbed World Cervical Cancer Awareness Month. Cervical cancer is indeed treatable at its precancerous stage, reasons why doctors advise women carry out screening at least twice a year.
Dr. Simon Manga walks us through the treatment process. So to prevent cervical cancer is to do screening, examine healthy women to identify precancerous lesions on the cervix. And then when this is identified, it can be treated. We have two major ways of treating it. We have the ablative treatment method, which is destroying the precancerous lesions. We can do that with cryotherapy, which uses ice to freeze the precancer. Or we can do it with what we call thermal ablation, which is heat to burn the precancerous lesions. Now, the second type of treatment is the excision treatment. Excision is getting off the affected part of the portion. So basically, this is how precancer is treated. The ablative treatment is reserved for the low-grade lesions. Bigger lesions are treated with the excision. Yeah, because it's difficult to completely freeze or to completely burn off the bigger lesion. Recommended that women should begin their screening at the age of 25, and the appointment after the next appointment will depend on your results. If you are HPV negative, also okay, come in a year, come in 2 years, come in 5 years. Now, depending on the type of screening test that you use. For now, the most recommended screening test is the HPV testing. So with the HPV, if you are HPV negative, your next appointment should be in 5 years. Today is marked as is set aside as the celebration of World Braille Day. It is important to note that in the absence of their sight, visually impaired persons have the Braille to help them read and write. Onila Donet. Seeing words with one's fingers. The Braille has eased life for visually impaired persons across the globe as it helps them read and write and even type. L'écriture braille est une écriture sur la base de 6 points qui comporte 2 colonnes. The Braille text is one of 6 points, which has 2 vertical columns of 3 points and 3 horizontal lines of 2 points. These 6 points permit us to write letters of the Braille alphabet, which also ensures that visually impaired persons can read and write. L'alphabet braille compte, contrairement à l'alphabet français, compte 40 lettres et signes qui permettent aux aveugles de lire et d'écrire. This tool offers its users direct connection with language, giving them the confidence and independence to do so themselves. L'importance n'est plus à démontrer, d'autant plus que I think the most important aspect is that this Braille permits us to read and write. This gives us access to education. Mais aussi à l'accès à l'éducation et à la scolarité. Today, January 4, is commemorated as World Braille Day with theme, The Enduring Legacy of Louis Braille. Vous l'avez vu dans ce reportage, ce 4 janvier est déclaré Journée mondiale du braille par l'Union mondiale des aveugles. Cette journée commémore donc le braille, une invention ayant permis de grandes avancées pour les personnes aveugles et malvoyantes. C'est également une occasion de parler du handicap visuel et de ceux qui en souffrent. Zoom ce soir sur un déficient visuel qui a choisi de ne pas se laisser abattre par ce handicap. C'est dans ce reportage que signe la reine Gonzalo. La cuisine, c'est sa passion. D'ailleurs, il se définit comme un homme partagé entre 2 amours, cuisine et basketball. Si un glaucome en phase de terminale a stoppé net ses rêves de devenir basketteur professionnel, cet handicap ne l'empêche cependant pas de se livrer chaque jour à sa deuxième passion, cuisiner. Junior Tepe, déficient visuel, a poussé sa réalité culinaire jusqu'au partage de ses connaissances dans ce domaine.
Restaurateur, il est également l'un des formateurs les plus respectés d'une école de cuisine bien établie dans la capitale économique. Si ses élèves se sont aujourd'hui fait à l'avoir comme formateur, la prise de contact n'a pas toujours été évidente avec les appréhensions. Monsieur, je ne savais même pas d'abord qu'il était formateur. Monsieur, je ne savais pas qu'il était formateur. Donc quand je me suis rendu compte, pour le chef junior, je ne savais pas. Mais quand au fil du temps, je me suis rendu compte que tiens, parce que des fois, lui-même, il nous donne certains petits conseils, certaines astuces pour pouvoir nous en sortir. Donc vraiment, j'étais égayée. Aujourd'hui, cette même école ouvre ses portes aussi bien aux personnes malvoyantes qu'aux autres. Au début, c'était un peu difficile parce que, vous savez, il y a un langage pour des personnes qui sont déficients visuels et il fallait s'adapter à ça. Avec le temps, on s'est habitué, on a compris ce qu'il fallait faire dans le but de mieux les orienter, de mieux les former. Pour le moment, ils s'imprègnent très bien et on peut dire jusqu'ici que l'inclusion sociale a pris forme. On peut déjà considérer qu'un handicap visuel peut faire les mêmes tâches qu'un serveur normal. C'est d'ailleurs ce critère qui a convaincu Anne-Christelle Zouta, malvoyante, à s'inscrire, avec Julien Tépé comme modèle de formateur. Moi, je suis vraiment impressionnée par rapport à tout ce qu'il fait. Au départ, moi, je me posais la question, lui ne voit pas comment est-ce qu'il va faire pour transmettre, mais franchement, je suis très impressionnée parce que quand j'ai même cours avec les formateurs valides, c'est lui qui est mieux placé pour m'expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et la méthode qu'il utilise me permet de bien comprendre et de bien assimiler la recette qu'on réalise. Il est donc possible de continuer de vivre ses rêves et ses passions malgré un handicap. Junior Tépé en est la preuve vivante. À l'étranger, au Somalie, au moins 19 morts dans un double attentat. En Centrafrique, le gouvernement annonce la hausse du prix du carburant et en Tunisie, un ex-ministre condamné dans une affaire de déchets importés. La synthèse de l'actualité africaine ce jour, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce mercredi à Bamako pour une visite de quelques heures. Il a été accueilli par le président Assimi Goïta. Faure Gnassingbé assure la médiation dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet. En Somalie, 19 personnes ont été tuées ce matin dans le centre du pays dans un double attentat à la voiture piégée attribuée aux islamistes radicaux Chebab. Les prix des carburants ont fortement augmenté en République centrafricaine. Le gouvernement a annoncé une hausse de 50% pour l'essence qui passe de 865 à 1300 francs CFA le litre. Le gasoil augmente lui de près de 70% pour atteindre 1450 francs CFA le litre. En Tunisie, Mustapha Haroui, ancien ministre de l'Environnement, a été condamné à 3 ans de prison pour son rôle dans une affaire d'importation illégale de déchets ménagers d'Italie. En sport, polémique au sein de la Fédération camerounaise de volleyball, le ministère des Sports fait une mise au point. C'est dans une lettre rendue publique que l'institution a apporté des démentis sur des accusations de détournement de fonds et tripatouillage du processus électoral. Face à cette sortie, l'exécutif de la Fédération camerounaise de volleyball réagit dans ce reportage que signe Olivier Bouzique. C'est la résultante de multiples rappels à l'ordre de la tutelle, mais chaque fois ignorée par le président sortant de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem. Dans une mise au point de 4 pages rendue publique, le ministère des Sports dément les accusations de détournement des fonds destinés aux compétitions internationales formulées à travers médias et réseaux sociaux par le camp Abouem. Selon le ministère, ce dernier avait reçu contre décharge 40 millions pour la CAN cadet et 37 millions pour la CAN junior et a produit des pièces justificatives d'emploi truffées d'incohérences. Pire, le mis en cause, par ailleurs cadre au ministère des Finances, est accusé de s'illustrer régulièrement par des actes d'insubordination, de trafic d'influence, violations répétées des procédures, dérives managériales, mise à l'écart systématique d'acteurs de la FECA volée ayant des points de vue différents sur certains sujets, l'inexécution des décisions de justice, la liste est loin d'être exhaustive. Des bavures qui auraient eu
En quoi le MINSEP? Des répercussions sur le renouvellement du processus électoral par la biennale 2022-2024 lancée par le ministère des Sports au sein des fédérations sportives. Contesté par ses pairs au sein de la FECAVOLE pour des tentatives de tripatouillage des élections, le président sortant, selon le MINSEP, a compromis toute tentative de conciliation par des attitudes irrévérencieuses et méprisantes envers les acteurs sportifs ainsi que la tutelle, dont le secrétaire général du ministère des Sports. Acculé par les plaintes et reproches de part et d'autre, le camp Abouem n'entend pas faire profil bas. Les rapports entre la tutelle et les fédérations sont gouvernés par les lois et non par les sentiments. Depuis quand est-ce qu'un dossier peut entrer le même jour et être traité le même jour? Donc, moi, voilà un des éléments qui me pousse à dire qu'il y a collusion mafieuse entre le MINSEP et la partie adverse à la refondation. Le Cameroun est un état de droit, bien sûr. On compte sur les juridictions compétentes pour établir l'orthodoxie des choses. C'est tout. Cependant, des réunions se succèdent entre le ministère des Sports et les autres parties prenantes au processus de conciliation en vue de l'organisation d'une assemblée générale élective conformément au statut en vigueur de la FECAVOLE datant de 2013. Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous à demain. À demain, Christelle Asek. À demain, Inès Banga. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing. Have a blessed evening. Good night.